Bonjour Hamzat Boukari Yabara. Vous êtes historien et docteur de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Africa Unite, une histoire du panafricanisme, paru en 2014. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement du panafricanisme ? Alors brièvement, le panafricanisme, c'est un mouvement de libération qui est né à la fin du XVIIIe siècle dans les Amériques, notamment en Haïti lors de la révolution qui a eu lieu en 1791. C'est des Africains déportés du continent qui s'étaient libérés et soulevés contre leurs maîtres esclavagistes et qui avaient conquis leur liberté. Par conséquent, le panafricanisme, c'est un mouvement qui est anti-esclavagiste, qui est aussi anticapitaliste, puisque le capitalisme repose sur l'exploitation de l'homme par l'homme et l'exploitation des ressources de la nature jusqu'à leur extinction, la fin de leur capacité à se régénérer. Donc le panafricanisme est un mouvement de libération globale. Progressivement, il va également devenir un mouvement d'unification des peuples africains dans le reste du monde. Et progressivement également, à partir des années 1950, ça va devenir une doctrine d'unification politique du continent avec le fameux appel aux États-Unis d'Afrique qui va être lancé par Kwame Nkrumah. Donc le panafricanisme, c'est un peu toute cette longue histoire des peuples africains déportés qui cherchent à revenir sur le continent, un peu dans l'idéologie de Marcus Garvey, le Back to Africa Movement, et revenir sur le continent et libérer le continent et rendre l'Afrique aux Africains. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le panafricanisme est un concept d'actualité ? C'est un concept d'actualité, bien évidemment, puisque l'on voit bien que l'Afrique est encore balkanisée et divisée par des intérêts impérialistes et étrangers. Par conséquent, il n'y a que en allant vers l'unité que l'on pourra s'en sortir. Donc cette unité, il faut arriver à la construire. Et pour la construire, il faut s'appuyer sur ce qu'ont fait nos ancêtres, tout en comprenant bien que le panafricanisme qui est né dans la diaspora ne signifie pas qu'il n'existait pas déjà de panafricanisme sur le continent. Les grands empires du XIIe, XIIIe siècle, l'empire du Mali, l'empire mandingue, les grands empires qui existaient même bien avant le royaume du Ghana, c'était déjà des formations multiethniques, des formations sociales extrêmement sophistiquées qui n'avaient absolument rien à envier aux États européens qu'on veut nous imposer aujourd'hui comme modèle et qui parvenaient à fédérer plusieurs groupes ethniques différents dans un même ensemble politique. Donc ce sont des choses qui ont existé, ce sont malheureusement des visions qui ont été effacées par la colonisation parce que la colonisation a mis en place un système d'aliénation mentale qui a rendu les Africains étrangers les uns aux autres et étrangers à eux-mêmes. Par conséquent, pour aller vers cette unité qui est absolument nécessaire, il faut commencer par ce travail de désaliénation mentale, de désaliénation psychologique et culturelle. Et à une certaine époque, on a eu des grandes figures qui ont lancé ce travail-là. Je pense à Cheikh Anta Diop, je pense à Frantz Fanon, je pense également à Malcolm X, si on regarde dans la diaspora. Et malheureusement, ce sont des figures qui ont toutes été éliminées d'une manière ou d'une autre par les forces contre lesquelles nous nous battons aujourd'hui. Donc c'est une lutte qu'il faut aujourd'hui relancer. Et je pense que c'est certainement la seule solution pour le continent africain d'arriver à résoudre un certain nombre de ces difficultés. À vous entendre parler, vous parlez de problèmes de l'Afrique, vous parlez de défis auxquels l'Afrique est confrontée, vous parlez de menaces. Aujourd'hui, quels sont selon vous ce qui freine l'Afrique au développement ? Alors si on prend déjà l'un des premiers problèmes, celui de la question sécuritaire, puisqu'on voit aujourd'hui que l'Afrique est vue comme le continent des guerres, l'importance, à mon avis, l'une des possibilités qui serait liée au panafricanisme, c'est celle d'une armée continentale. Kwame Nkrumah, lorsqu'il proposait les États-Unis d'Afrique au début des années 60, disait qu'aucun État africain n'a les moyens dans le monde actuel d'assurer seul sa sécurité. Et plutôt que de s'en remettre à d'autres instances comme l'Organisation des Nations Unies, comme l'a fait notamment le Congo au moment de sa crise en 1960, il convient de créer, comme l'appelait également Frantz Fanon, des légions africaines, une armée africaine qui soit en mesure d'intervenir là où il faut intervenir. Aujourd'hui, on voit bien l'actualité avec un groupe comme Boko Haram qui est en train de faire plier le Nigeria, qui est la première armée du continent, et qui montre bien que même une armée aussi puissante et aussi équipée que celle du Nigeria n'est pas capable de résoudre une menace intérieure. Par conséquent, sur cette question sécuritaire, il est nécessaire de faire l'union. Ensuite, sur la question économique, les économies africaines ont été morcelées et complètement démantelées par un peu plus de 70 ans de colonialisme. Les économies sont restées parce qu'elles ont été validées par des bourgeoisies compradors qui sont arrivées au pouvoir au moment des indépendances, bourgeoisies soutenues par des régimes militaires,
ou bien souvent cooptés par des régimes militaires également liés aux forces occidentales impérialistes étrangères. Par conséquent, du point de vue économique, même la fameuse croissance du continent africain, qui fait tant rêver les observateurs du monde entier, c'est une croissance qui ne correspond pas à la réalité des besoins et des capacités du continent africain. La jeunesse africaine est bridée dans sa capacité d'initiative. Les multinationales étrangères qui fabriquent la croissance sur le continent africain continuent à exporter les fruits de cette croissance vers les banques occidentales. Donc c'est tout un problème de division internationale du travail qui maintient l'Afrique dans une situation subalterne qui ne peut plus durer. Enfin, sur une troisième question, comme par exemple celle du développement, nous voyons bien que nous n'avons pas d'infrastructure de base. Les écoles, les universités, notamment les universités, il faut les panafricaniser. La question de l'université est éminemment importante parce que c'est dans l'enseignement supérieur que l'on construit l'élite d'une nation. Or, aujourd'hui, nous voyons même que l'élite africaine est contrainte à aller se former à New York, à Londres, à Paris ou ailleurs. Par conséquent, il est important de comprendre que l'enseignement supérieur, c'est un enjeu de souveraineté stratégique, un enjeu de souveraineté nationale. Et par conséquent, il est nécessaire que les États africains se mettent ensemble pour créer de grands pôles de développement scientifique, culturel et industriel qui permettront d'utiliser les compétences des Africains et d'éviter que les Africains qui sont brillants dans tous les domaines qui existent n'aillent exercer leur talent ailleurs et mettre au profit des autres leur expérience. Vous avez cité tout à l'heure Kwame Nkrumah, qui d'ailleurs fait partie des figures développées dans votre ouvrage Africa Unite, Unis sur le panafricanisme. Que pensez-vous de sa vision 50 ans après ? Alors, la vision de Nkrumah, elle était tout à fait pertinente. On pourrait penser qu'il était en avance sur son temps, mais en réalité, il était parfaitement dans son temps. À la fin des années 50, nous voyons bien que le monde était divisé en deux blocs. C'était la guerre froide, les États-Unis, bloc de l'Ouest, et l'URSS, bloc de l'Est. Au milieu, les Européens ont construit une unité qui a été en fait cooptée par les États-Unis, donc la communauté économique européenne, aujourd'hui l'Union européenne. Dans cette Union européenne, certains États comme la France voulaient garder leur empire colonial et ont donc lancé des projets comme l'Eurafrique, que l'on voit aujourd'hui ressurgir sous d'autres formes. Et par conséquent, Nkrumah avait bien compris que l'Afrique devait s'unir comme un seul bloc pour faire front aux autres puissances qui menaçaient finalement de remettre en jeu sa souveraineté. Nkrumah n'a pas été écouté, on a préféré mettre en place l'Organisation de l'Unité africaine qui, avec de nombreux défauts, a néanmoins soutenu quelques mouvements de libération, mais qui n'a pas été en mesure de mettre en place cette unité politique au niveau du continent africain. Tant et si bien que pendant 50 ans, l'Afrique a fait du surplace, l'Afrique a régressé, les indicateurs économiques et sociaux dans de nombreux pays sont inférieurs à ce qu'ils étaient au moment de l'indépendance. On a des pays qui n'ont construit aucune université, aucun hôpital en 50 ans, parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise politique de leur programme. Et Nkrumah appelait les Africains à prendre le pouvoir politique. Or, aujourd'hui, nous avons des masses qui ont été largement dépolitisées par les systèmes mis en place depuis 50 ans, tant et si bien que c'est avec beaucoup de nostalgie que l'on se dit que si on avait suivi Nkrumah dès le départ, nous n'en serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Par conséquent, c'est une vision qui est éminemment d'actualité et qu'il convient de relancer par d'autres modes, par d'autres sources également et par d'autres personnes. Donc c'est un peu tout l'enjeu qui se pose, je pense, pour la nouvelle génération africaine aujourd'hui. Donc, parlons de l'actualité du propos ou du discours de Kwame Nkrumah ou de sa vision. Je me rappelle que dans son livre Africa Unite, il disait que les interventions étrangères directes en Afrique, pour lui, constituaient le stade ultime du néocolonialisme. Tout à l'heure, vous parliez de la question sécuritaire, notamment Boko Haram, etc. Aujourd'hui, il y a des opérations militaires qui en cours sur le continent africain, notamment l'opération Barkhane, menée principalement par la France, et des programmes comme Africom, menés par les États-Unis. Quelle est votre vision sur ces opérations-là et quelles conséquences pour l'Afrique selon vous ? Alors, la vision, c'est qu'il s'agit en fait pour les puissances étrangères de sauvegarder leurs intérêts sur le continent africain, également de canaliser la présence d'autres acteurs, notamment la Chine, qui cherchent également à venir sur le continent ou qui sont déjà présents sur le continent. D'autre part, on voit bien que les puissances étrangères sont confrontées à des situations nouvelles. On a vu récemment la France annoncer qu'ils vont mobiliser 10 000 militaires sur leur propre sol.
en sachant qu'il y a 8500 militaires français sur les opérations extérieures, on se dit qu'il serait temps que la France rapatrie ses militaires présents sur le sol africain. Et d'ailleurs, l'une des mesures qu'envisageait Nicolas Sarkozy lorsqu'il avait fait campagne en 2007, c'était de fermer soi-disant les bases militaires françaises en Afrique. Or, on voit que dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a bien compris qu'il était impossible à la France d'agir dans ce sens-là. Donc il a au contraire relancé la présence française en Afrique, parce qu'il y a des intérêts qui sont éminemment stratégiques. Si la France perd l'Afrique, ou si l'Afrique se débarrasse de la France aujourd'hui, la France s'écoulera comme un château de cartes en moins d'une année. Ça, c'est clair et net. Maintenant, au niveau des États-Unis, le programme AFRICOM, qu'est-ce que c'est AFRICOM ? En fait, c'est une reconfiguration de la carte mondiale et des intérêts géostratégiques militaires américains. Le monde est divisé en plusieurs zones militaires, 6 zones précisément, et 7 zones pour la flotte navale américaine. Et au bout d'un moment, à la fin des années 90, début des années 2000, les Américains ont compris qu'il fallait redessiner la carte du continent africain. Ça a commencé dans la région des Grands Lacs, avec le soutien à des figures comme Kagame au Rwanda, mais également Museveni en Ouganda, qui était un peu le parrain de ce qu'on appelle la nouvelle génération des leaders africains. La France, de son côté, a essayé également de faire pareil en promouvant des dirigeants comme Idriss Déby et Blaise Compaoré, avec les résultats que l'on connaît. Tant et si bien que dans cet affrontement entre guillemets franco-américain, la question de l'AFRICOM est devenue de plus en plus importante. Et le personnage central qu'il fallait faire tomber, c'était Kadhafi. C'est Kadhafi qui maintenait en fait une certaine forme de défiance de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident. Donc la guerre de Libye a permis de faire tomber le seul régime africain entre guillemets fort, ou qui du moins faisait obstacle à certains intérêts étrangers en Afrique, en donnant beaucoup plus d'argent aux États africains que n'en donnaient les Américains. Donc une fois que Kadhafi est tombé, ça a permis aussi de lancer toute une déferlante sur le continent. Il y a eu des répercussions au niveau du Nord Mali, il y en a également au niveau du Nigeria, la Centrafrique, le Tchad, tout aussi bien que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, une fois que le Nigeria aura finalement définitivement capitulé vis-à-vis de la menace de Boko Haram, ce sera le feu vert pour lancer officiellement l'AFRICOM. L'AFRICOM, c'est déjà en place. Nous avons des armées africaines qui sont formées par des agents américains, également par des agents français, et une armée africaine qui est formée par des agents étrangers. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les militaires qui seront formés ne seront pas formés à défendre les intérêts africains, mais à défendre les intérêts français et américains, parce qu'ils auront été formés par des agents américains et français qui, eux-mêmes, dans leur formation, n'ont appris qu'à défendre les intérêts américains et français. Donc là, nous allons vers une pente qui est extrêmement inquiétante. Nous allons vers des armées africaines cooptées pour défendre les intérêts étrangers contre leur population. Et donc, nous sommes effectivement à 10 000 lieues de ce qu'appelait quelqu'un comme Thomas Sankara, c'est-à-dire une conscience militaire et civique et citoyenne qui puisse permettre à chacun de défendre les intérêts de l'Afrique en fonction justement du bien-être des Africains. En Afrique, il y a un proverbe qui dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Aujourd'hui, il y a les accords de partenariat économique que l'Europe tente d'imposer aux Africains. Sachant que par le passé, il y a eu les programmes d'ajustement structurel. Est-ce que rapidement, vous pourriez nous parler de ce que c'est que ces APE, ces accords de partenariat économique, et quelles conséquences cela pourrait avoir sur l'Afrique ? Alors les accords de partenariat économique, ça fait une dizaine d'années à peu près que l'Europe, l'Union européenne essaie effectivement de les faire signer aux États africains. C'est dans la lignée d'autres accords, les accords Caraïbes-Pacifique, accords ACP avec les conventions de Lomé, qui en fait libéralisent entre guillemets le commerce entre l'Afrique et le reste du monde, notamment l'Union européenne, en abaissant notamment les droits de douane et en ouvrant le marché africain aux entreprises PME européennes, et en échange en fait d'un accès privilégié des produits africains sur le marché européen. Or, nous savons qu'en raison de l'échange inégal, les produits africains, de toute manière, ne sont pas suffisamment compétitifs pour arriver sur le marché européen. Ils le sont d'autant moins compétitifs qu'il y a des normes européennes que très peu d'entreprises africaines sont en mesure de valider lors de leurs échanges avec l'Europe. Par conséquent, qu'est-ce qui va se passer ? Les meilleures entreprises africaines risquent de devenir tout simplement des filiales des entreprises européennes, multinationales ou autres, qui, par ce biais de subordination, auront accès effectivement au marché européen, mais dans l'intérêt des multinationales européennes. Et dans le sens inverse,
l'accès des PME au marché africain va tuer tout ce qui relevait en fait de l'entrepreneuriat, du petit artisanat qui existait sur le continent africain. Donc il y a un réel risque de génocide économique au niveau de l'Afrique qui risque d'advenir par le biais de ces accords qui ont été rejetés par la grande majorité de la société civile africaine, mais que malheureusement nos chefs d'État semblent en mesure de vouloir signer et dans certains cas ont déjà signé. On attend principalement des ratifications de la part des parlements, mais on voit bien que les États africains qui ont été négociés de manière isolée ces accords n'étaient pas en mesure de résister. Il fallait au contraire créer un pôle de juristes, un peu comme l'a fait l'Afrique de l'Est, envoyer les meilleurs juristes africains négocier à Bruxelles. Et là, je pense qu'on aurait pu renverser la balance. Malheureusement, les chefs d'État africains ont été pris de manière isolée et ont tous signé ou accepté ces accords. Ok. Pour finir, quelques recommandations de livres. Oui, alors j'en ai quelques-uns là sur la table. Donc, ce sont des classiques. Donc, le premier, c'est Frantz Fanon, Les damnés de la terre. C'est un ouvrage qui a été écrit en 1960-61 par Fanon, donc révolutionnaire algérien, originaire de la Martinique, qui s'était engagé pour l'indépendance du peuple algérien et qui, en fait, consacre cet ouvrage à expliquer comment les peuples doivent se désaliéner et ne pas non plus hésiter à faire appel à la violence. Alors, il ne s'agit pas d'aller tout brûler et tout casser, mais de faire comprendre aux intérêts impérialistes sur le continent que nous sommes capables de nous défendre. Il est très possible qu'en étant capable de dire non, en étant capable de nous faire violence, nous soyons déjà en mesure de faire reculer un certain nombre d'impérialismes sur le continent africain. Le deuxième, c'est Julius Nyerere. C'est un recueil de textes qui est paru aux éditions Sétim. Julius Nyerere, c'est une figure assez intéressante parce qu'au niveau de la Tanzanie, il a déjà créé une société politisée avec une éducation politique, une conscience citoyenne, avec une gestion également des mouvements de libération dans les années 70-80 qui est extrêmement intéressante. Et également, il a légué un héritage humaniste extrêmement intéressant. Il a mis en avant le Swahili comme langue nationale au niveau de la Tanzanie. Donc c'est la valorisation de nos langues africaines. Mais il a utilisé également de manière politique en rappelant qu'une langue, c'est un outil politique, c'est un outil économique et commercial. Donc il est également important que nous comprenions que nos langues ne touchent pas uniquement au folklore ou au sentimentalisme, mais également aux motivations politiques et économiques. Le troisième, Nation nègre et culture, de Cheikh Anta Diop. Donc ça aussi, c'est un classique qui rappelle un peu l'histoire des grandes civilisations africaines avant l'arrivée du colonialisme, parce que je pense qu'il est important que nous soyons conscients de cette longue durée de notre histoire. Ensuite, le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Aimé Césaire également une figure très importante dans la désaliénation mentale, notamment au niveau de la Caraïbe. Je crois qu'Aimé Césaire, à travers la poésie, a montré quel doit être le rôle d'un intellectuel, quel doit être le rôle d'un artiste dans cet effort de libération. Aimé Césaire a été également un dirigeant politique qui a été très clairement censuré par l'État français parce qu'il prenait des positions qui allaient à l'encontre des intérêts de la France. Ensuite, le Thomas Sankara, Nous sommes les héritiers des révolutions du monde. C'est une compilation des discours de la révolution au Burkina Faso. Donc Thomas Sankara a été en mesure d'insuffler l'espoir à toute une génération d'Africains. Je pense que les événements qui ont eu lieu au Burkina Faso sont en conséquence directe avec la pensée de Thomas Sankara et que ces discours sont aujourd'hui toujours d'actualité et qui s'adressent aux Africains, mais également à d'autres peuples. Il a écrit en pensant aux Kanaks, à la question de la Nouvelle-Calédonie qui réclame son indépendance. Il a soutenu d'autres mouvements indépendantistes. Il fait partie de ces figures qui ont rappelé qu'une île comme la Réunion est à décoloniser, c'est toujours une colonie. Martinique, Guadeloupe, ce sont toujours des colonies. Et donc le discours de Sankara, pareil, a été extrêmement mal reçu par les puissances impérialistes et leurs valets africains. Et c'est probablement ça qui a conduit à son élimination il y a déjà un peu plus de 26 ans. Enfin, donc le dernier ouvrage, donc Africa Unite, c'est mon ouvrage que j'ai publié en octobre 2014. Je crois que cet ouvrage est extrêmement important parce qu'il fait un peu la synthèse de toute cette histoire. Il revient sur les luttes d'intégration et d'émancipation dans les Amériques. Il trace également la manière dont des Africains en France dans les années 20-30
ont également tenté de s'opposer au système qui était mis en place par la France. Ils montrent le rôle des Africains dans l'histoire mondiale. Il y a 2 chapitres qui sont consacrés à Marcus Garvey, qui est une grande figure de notre histoire, qui est le noir le plus célèbre du XXe siècle, mais qui est totalement inconnu dans les livres d'histoire, que ce soit en Afrique ou ici en Occident. 2 autres passages consacrés à Kwame Nkrumah, l'étoile noire, Black Star, le Ghana, qui est le symbole panafricaniste par excellence aujourd'hui, mais dont on voit qu'il a beaucoup de mal à réémerger en raison d'un ordre néolibéral et capitaliste. Et enfin, quelques autres chapitres consacrés notamment au panafricanisme en Amérique du Sud et dans la Caraïbe. Rappelez que des figures comme Chavez appelaient les États africains à s'unir contre le système qui les oppresse, mais que malheureusement, aucun dirigeant africain n'a été en mesure de le faire. Et enfin, des réflexions sur ce qu'est devenu l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, qui a été un moment de grand espoir des panafricanistes, notamment dans la lutte contre l'apartheid. Il y a eu un soutien de tout le continent pour libérer l'Afrique du Sud, un soutien de Cuba. Mais aujourd'hui, nous voyons que l'Afrique du Sud a endossé cette logique néolibérale qui lui vaut de tirer sur des mineurs qui réclament 30 centimes d'augmentation. Donc l'Afrique du Sud a très clairement trahi les espoirs de libération du continent, les espoirs de défense de la veuve et de l'orphelin. Et cela doit nous amener à avoir également un jugement critique, à avoir de l'autocritique vis-à-vis de ce que nous faisons, de l'humilité. Très souvent, nous accusons les anciens de n'avoir rien fait, nous critiquons Mandela, nous critiquons Césaire, nous critiquons Lumumba, etc. Mais cela doit nous amener à nous demander qu'est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons faire. Et donc, c'est un peu l'objectif de ce livre, remobiliser les consciences, encourager de nouvelles vocations, parce que dans cette lutte pour la libération, l'unité, l'émancipation de l'Afrique, nous avons besoin, je pense, de toutes les énergies, de toutes les bonnes énergies. Donc les artistes, les chômeurs, les travailleurs, les intellectuels, les entrepreneurs, les jeunes, les femmes, les vieux, tout le monde doit contribuer, tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice, parce que je pense que nous sommes capables encore aujourd'hui de bâtir de très grandes pyramides.